Armées régulières et membres de l'AFC M23 poursuivent leurs affrontements dans le Sud Kivu. Les combats se sont intensifiés dans le territoire de Chabunda, frontalier avec la province de Maniema. Les insurgés réalisent une percée. Ce regain de violence fragilise un peu plus le processus de paix en cours, à plus de 3000 km de là, à Doha. Mais du côté du pouvoir, l'arrêt rapide des combats reste en ligne de mire. Le plus important ici, c'est que les deux parties se parlent. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se parlent. Sur le terrain, il faut dire qu'il y a violation régulière du cessez-le-feu, que ce soit à Bukavu, que ce soit du moins dans les territoires qui sont occupés par l'ennemi. Car la province du Sud Kivu est source de convoitises, en particulier le territoire de Chabunda et ses ressources minières. Le M23 pointe du doigt le pouvoir. Cette posture belliciste, cette posture offensive ne facilite pas la tâche à la solution politique. Et nous demandons pour nous, et c'est ça notre position, nous demandons à ce que la médiation s'active suffisamment pour que nous puissions rendre impossible la reprise des hostilités. Nous sommes en train de nous défendre contre les assauts de la partie gouvernementale et nous nous défendons avec retenue. Les belligérants s'accusent donc mutuellement de poursuivre les combats, alors même qu'un 6e round de négociations entre le gouvernement et la FC M23 aura lieu la semaine prochaine pour finaliser le mécanisme de cessez-le-feu. Ces tensions inquiètent au sein même de la société civile. Le fait de dire qu'il n'y aura plus les assises à Doha cette semaine, on a eu crainte et on commence à se poser mille et une questions. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas encore les dessous des tables qu'on nous cache, qu'il n'y a pas de couloir humanitaire, il n'y a rien, nous souffrons, mais les accords tardent de ne pas être signés. Jusqu'à la semaine prochaine, les canaux de discussion restent ouverts. Il s'agit d'aller plus loin que la déclaration de principe signée par Kinshasa et le M23 le 19 juillet dernier. C'est l'histoire d'Ada, un cordonnier qui travaille dans la rue à Kinshasa et qui harangue les passants en chantant. Un jeune qui essaie de s'en sortir, comme il y en a tant d'autres en RDC. Injustement arrêté par la police, puis emprisonné, la vie d'Ada et de sa famille va basculer. Ce court-métrage, c'est Adam Vainqueur, 21 ans, qui l'a réalisé et autofinancé. Il tient aussi le rôle principal. Le jeune homme gagne sa vie dans l'événementiel, mais veut en parallèle porter des films engagés et parler à la jeunesse, lutter contre le désespoir qui l'assaille, nourri par l'insécurité quotidienne. La justice sociale, c'est les arrestations arbitraires. Il y en a assez à Kinshasa. Aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui ne sont pas des agents de l'État, mais qui se donnent justement et même une mission de se faire passer pour du roulage, pour des policiers, justement pour brutaliser les choses, arrêter des gens pour bénéficier de leurs biens. C'est ça la réalité qui se passe à Kinshasa. Et partant de cette réalité, beaucoup de personnes perdent des rêves. Son film, il l'a appelé Mbongen Africa, qui veut dire en lingala la vague ou la tempête en Afrique. Il l'a tourné avec les moyens du bord, avec une petite équipe de proches, et espère maintenant qu'il trouvera son public par le bouche à oreille. J'invite tous les fans des cinémas, tous les fans, tous ceux qui me suivent, de consommer ces films, tous les passionnés du cinéma, tous ceux qui ont cette positivité de soutenir l'art des créations qui contribue à l'épanouissement de toute une humanité. Concrètement, Vainqueur Adam vend son film 20 $ aux particuliers intéressés par son travail. Il a été projeté fin mai à Kinshasa à l'Institut français. Son premier court-métrage, sorti en 2023, a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux.
Anicet Georges Deleguélé, le chef de file de l'opposition, a annoncé qu'il sera candidat à la présidentielle de décembre. Les observateurs le pressentaient car il avait annoncé le mois dernier renoncer à sa nationalité française, ce qui est indispensable pour pouvoir être candidat. Cette annonce a déçu la coalition de l'opposition BRDC qui, elle, appelle au boycott du scrutin. En tout, ils sont 5 candidats à avoir déposé leur dossier à l'autorité nationale des élections pour la présidentielle depuis le 2 octobre. Le premier à le faire a été le président sortant, candidat à sa réélection. Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016. Il peut briguer un 3e mandat grâce à un changement constitutionnel en 2023 qui supprime la limitation des mandats. Le BRDC a qualifié cette candidature d'illégale et de coup d'État constitutionnel. Autre candidature très commentée, celle de l'ancien Premier ministre et maire du 1er arrondissement de Bangui, Henri-Marie Dondra. Les candidats ont jusqu'au 11 octobre pour soumettre leur dossier à l'autorité nationale des élections. En plus de la présidentielle, le 28 décembre, les 2,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants aux législatives, aux régionales et aux municipales. L'annonce était très attendue depuis l'intronisation de Faure Gnassingbé comme président du Conseil début mai dernier. Le gouvernement démissionnaire gérait les affaires courantes. Mercredi soir, le secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba, a annoncé la composition d'une nouvelle équipe de 27 ministres. Parmi eux, beaucoup ont été reconduits, comme Robert Dussé, qui reste aux Affaires étrangères, ou Calixte Madjoulba, qui reste ministre de la Sécurité. D'autres changent de portefeuille. C'est le cas de Gilbert Bawara, qui devient en charge des relations avec le Parlement, représenté à 95% par le parti au pouvoir. 4 ministères restent sous la présidence du Conseil, les transports, la fonction publique, le travail et la défense. Pour rappel, un seul ministre de la Défense a été nommé depuis 2009 et c'est Marguerite Niakhaday de 2020 à 2022 qui est aujourd'hui placée sous mandat de dépôt pour appel à la révolte depuis son arrestation le 17 septembre dernier. D'autres dates ont été annoncées, celle de la nomination des maires qui a été 2 fois repoussée après les élections des conseillers municipaux fin juillet. Ces derniers se réuniront donc du 15 au 17 octobre. Alors que le parti UNIR au pouvoir a remporté près de 75% des sièges. Quelques doutes sont apparus quant à la possibilité pour certains maires d'opposition comme Jean-Pierre Fabre de l'ANC d'être réélu. Le dialogue proposé par le président Radjoel n'a pas convaincu. Ce jeudi, des milliers de manifestants sont descendus à nouveau dans la rue à Antananarive, la capitale. Le rassemblement a commencé près du lac Danos, mais très vite, il a été dispersé par les forces de sécurité. Ce mouvement dit de la Gen Z, commencé le 25 septembre, semblait un peu s'essouffler, mais ce jeudi, la mobilisation était forte et les manifestants se montraient toujours aussi déterminés. Ils sont corrompus, ils sont incompétents. Nous avons plein de jeunes, c'est pour ça que nous, la génération Z, nous, on se mobilise pour qu'on puisse vraiment être au cœur des actions sur notre pays. On veut prendre les actions, on veut mener notre pays. Ça suffit, les vieux en fait qui vont juste s'engraisser tout ça, laisser la place aux jeunes. En 12 ans, on ne nous a jamais écoutés et c'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui au départ du président et non à un dialogue. Finalement, les affrontements ont continué en différents points de la ville. Des groupes éparpillés ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre. Celles-ci ont riposté avec des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. En fin de journée, on recensait 6 personnes blessées et un nombre indéterminé d'arrestations. Des associations s'inquiètent maintenant, selon leurs mots, d'une dérive militaire dans la gouvernance du pays. Le grand dialogue télévisé organisé la veille par le président et boycotté par le collectif Gen Z n'a pas réussi à apaiser la colère. Andra Joel y a fait une promesse. Si dans un an, les coupures d'électricité persistent à Antananarive, alors il démissionnera. Les manifestations pro-palestiniennes s'enchaînent en Afrique du Sud, alors que 6 Sud-Africains, dont le petit-fils de Nelson Mandela, ont été détenus en Israël pendant plusieurs jours. Ils faisaient partie de la flottille pour Gaza. C'est la bonne chose à faire. C'est la seule chose à faire. On ne peut pas rester à ne rien dire quand on voit ce qui se passe depuis 75 ans.
Depuis 2 ans, Nourein, qui devait aussi embarquer, organise chaque semaine un rassemblement de soutien aux Palestiniens et dénonce inlassablement le massacre des habitants de Gaza. Quand on a commencé au début, il n'y avait qu'1 ou 2 voitures qui klaxonnaient. Maintenant, c'est quasiment 1 voiture sur 2 qui exprime sa solidarité, ce qui montre que les gens se réveillent. Les gens réalisent que ce qu'Israël fait va à l'encontre de l'humanité. On assiste à une famine provoquée par l'homme. Des gens sont affamés volontairement. L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide depuis décembre 2023, une dénonciation de plus en plus partagée sur la scène internationale et qui passe mal auprès de la majorité de la communauté juive de la nation arc-en-ciel. C'est dans un climat tendu qu'elle entame la fête religieuse de Sukkot. 2 ans après l'attaque du 7 octobre 2023, le sort des otages est au cœur des préoccupations. Notre famille a choisi de laisser une chaise jaune vide. C'est un hommage à tous les otages qui ne peuvent pas être avec leur famille. La Fédération sioniste sud-africaine organise régulièrement la venue d'ex-otages pour témoigner. Nous avons tous des amis et de la famille en Israël. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui ont été otages eux-mêmes et dont les familles sont toujours retenues en otage. On est face à un axe du mal qui tente de nous rayer de la surface de la terre. Après l'attentat contre une synagogue en Angleterre la semaine dernière, les quartiers juifs sont sous haute tension. Si l'Afrique du Sud n'a pas déploré d'incidents graves, ce rabbin dénonce un antisémitisme ambiant à l'échelle mondiale. Il y a indéniablement une montée de l'antisémitisme, dans certaines communautés, beaucoup plus que dans d'autres. Mais chaque fois que des membres de ma famille, partout dans le monde, nous apprennent ce qui se passe dans leur communauté, dans leur ville, cela a un effet domino. Cela crée un profond sentiment de peur. Seule lueur d'espoir, ce lundi, des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à 2 ans de guerre à Gaza ont enfin commencé. Pendant des années, Malou Matapa et sa famille, 19 personnes en tout, ont tenu. Ils sont restés à Walassa, leur village, situé à quelques kilomètres de la frontière nigériane. Malgré les attaques récurrentes de Boko Haram, qui sont au cœur des préoccupations des électeurs de la région. Les Boko Haram viennent dans la nuit, environ de 2 heures de nuit comme ça, ils viennent, ils enlèvent nos filles, ils tuent nos enfants, nos frères, nos femmes, ils prennent nos bétails. Et puis ils viennent notre bien de la maison, tous ils enlèvent, ils brûlent la maison. Jusqu'au jour où, en 2018, les islamistes ont enlevé 2 de ses neveux. Il a alors tout laissé derrière lui, son champ, son bétail, ses souvenirs, pour le village de Mémé, plus sûr, toujours dans le département de Mayo-Sava, dans l'extrême nord du Cameroun. La première année, les ONG nous ont aidés. Le Croix-Rouge nous a aidés, ils nous donnent le riz, les super céréales comme ça. À la fin, lui aussi, parce qu'il ne prend pas toutes les charges de ces gens, leur projet est fini. Aujourd'hui, il se débrouille, va cueillir de quoi manger en brousse, vit de petits boulots. En tout, quelques 4000 habitants de Walassa se sont installés ici, près de 800 familles. Les autorités de Mémé leur ont accordé des terrains pour qu'ils puissent bâtir des maisons. Kamsouloum Blama Madi était le chef d'un quartier de Walassa. Lui aussi a quitté son fief. Il s'attelle aujourd'hui à maintenir la cohésion entre les déplacés et les habitants de Mémé. Nous vivons ici en paix avec nos frères de Mémé. Mais je dis toujours qu'il faut rester vigilant. Si quelqu'un voit une personne qu'il ne connaît pas ou observe un comportement suspect, il faut qu'il vienne m'en parler. C'est comme ça qu'on peut éviter le retour du mal. Ce que nous voulons maintenant, c'est une paix durable pour pouvoir retourner un jour chez nous, cultiver nos champs et vivre comme avant. Boko Haram a commencé à frapper le nord du Cameroun en 2014. Selon les derniers chiffres du HCR, près de 500 000 personnes sont déplacées dans l'extrême nord du pays.